Il est transporté dans un royaume où l'humanité a été anéantie et personne ne se souvient de lui. Après que l'humanité ait triomphé dans une guerre atroce, Kai Sakuravanto est envoyé dans un univers parallèle, où les humains ont été vaincus dans cette bataille. Confronté à une entité, incertain si c'est un ange ou un démon, le héros est stupéfait de voir cet être lui demander de l'aide, à lui, un humain. Dans son monde, l'humanité menait une guerre sans fin contre 4 races ennemies, mais dans ce monde alternatif, personne ne sait qui il est. Flashback, avant que cela n'arrive, Kai descend de son véhicule pour inspecter la crypte pendant exactement 300 secondes. Impatiemment, ses compagnons attendent la fin de la tâche, car méthodique comme toujours, il ne fait pas de compromis sur une seule seconde. À travers ses jumelles, il observe l'un des piliers du conflit instigé par les démons qui possèdent un immense pouvoir magique. De l'autre côté de la tranchée, des anges et des elfes, considérés comme des êtres célestes à moitié humains. Et parmi eux, des esprits sont profondément impliqués dans cette guerre. Des créatures avec des types de corps spéciaux, ainsi que des bêtes mythiques comme les dragons, ravagent les champs de bataille avec leur férocité inégalée. Avec l'humanité, tous ces êtres ont initié un conflit à grande échelle, connu sous le nom de la Grande Guerre des 5 races. Kai est l'un des soldats de la Fédération Erza, et ne peut pas permettre que ce conflit se rallume. C'est pourquoi il surveille sans relâche la crypte où les démons ont été scellés. Après avoir terminé les 300 secondes d'observation, le jeune soldat retourne au véhicule, frustré. Ashran remarque qu'aucun démon ne s'est échappé du sceau depuis 100 ans, mais Kai souligne que leur devoir en tant qu'agence de protection humaine est de s'assurer que cela n'arrive jamais. Ashran affirme qu'il y a 4 cryptes comme celle-ci à travers le monde, et cela n'aide pas qu'ils soient les seuls à prendre cette tâche au sérieux. Saki, la femme de l'équipe, essaie de calmer leur ami en lui assurant que tout est paisible, mais il refuse de baisser sa garde ne serait-ce qu'un instant. Après le voyage, ils retournent à Vishal dans la fédération Erza. Lors d'une des séances d'entraînement, aux côtés d'un Ashran inconscient, Kai utilise un mannequin de combat de bêtes mythiques et est averti par le système qu'il est extrêmement dangereux de combattre un adversaire de ce calibre en tant que soldat de Baran. Ignorant l'avertissement, le soldat attaque la cheville de la bête mécanique mais n'inflige aucun dégât. Quand le dragon est sur le point de l'avaler, Saki éteint le robot et arrête l'entraînement au combat. Inquiète, elle avertit qu'il finira par mourir s'il continue à ce rythme effréné. Mais Kai croit qu'il doit repousser ses limites pour que l'entraînement en vaille la peine. Pour ces raisons et d'autres encore, la fille pense que ce garçon serait entré dans l'histoire s'il était né à l'époque de la Grande Guerre des 5 races, tout comme l'avait prédit le prophète. Kay se sent honoré par le compliment, mais ne se considère pas digne d'un tel accomplissement, malgré la légende qui est très estimée parmi les humains. La fille ne peut pas comprendre qu'un seul homme ait vaincu ces 4 héros. Héros de la race démoniaque, l'impératrice sombre Vanessa, héros de la race des dieux sauvages, le seigneur du ciel Alfreya, héros de la race des esprits, la souveraine des esprits Rikugen Kyoko, et héros de la race des bêtes fantômes, l'empereur Krokvrat Aap. Malgré l'incrédulité de son partenaire, Kai insiste sur le fait que Sid est sorti victorieux de cette bataille grâce à l'épée brillante offerte par le dieu prophétique Asura Saraka. Néanmoins, elle souligne qu'il n'y a ni photo ni vidéo du héros humain, contrairement aux autres, elle reste donc sceptique quant à son existence. Cela dit, elle va donner un coup de coude à Ashran pour le réveiller et demande aux gars ce qu'ils veulent faire pour fêter la promotion de Jean. Ashran propose un bouquet de fleurs, mais Saki fait remarquer que Jean est transféré à la capitale royale d'Erzak, à l'âge de 17 ans. Le plus jeune de l'histoire à être sélectionné, donc quelques fleurs quelconques ne rendront pas justice à une telle réussite. En parlant d'elle, Jean envoie un message pour inviter Kai à la rencontrer demain matin au terminal 9 devant la statue du chat, mais lui demande de garder le secret pour Saki et Ashran. Les deux amis commencent à le taquiner à propos de cette romance secrète, alors il s'énerve et dit qu'il va courir. Le lendemain, il rencontre Jean car elle sera transférée la semaine prochaine et ne veut pas manquer de voir son ami avant cela. D'ailleurs, elle pensait qu'il était en congé, malgré l'uniforme qui indiquait le contraire. Il explique qu'il a fait son entraînement du matin et est venu directement. Alors, elle répond que Kai est le seul gars qui n'est pas intimidé par l'idée de faire du shopping avec elle, et c'est ce qu'elle aime chez lui. Le plan de Jean est d'acheter un cadeau pour Saki et Ashran avant de se rendre à Erzak, car elle soupçonne qu'ils envisagent tous les 3 de faire le même geste, et ce sera leur dernière rencontre. Kay pense que c'est une exagération, car la personne promue reviendra après 2 années de formation de cadet à Vishal. Cependant, Jean se souvient qu'à ce moment-là, Saki et Ashran auront terminé leur service militaire et retourneront à la vie civile. Elle pense que seul Kai restera à Erza jusqu'à cette date, et le garçon partage cet avis. Fier de son ami, il lui assure qu'elle surpassera même son père dans sa carrière, le directeur du siège d'Erza. C'est un rêve que Jean a depuis son enfance, et cela a guidé tous ses choix dans la vie. Cela dit, lors de leur sortie, les deux s'arrêtent pour manger un morceau, pendant que Jean réfléchit à ce qu'elle pourrait offrir à leurs amis. Après avoir choisi, elle remercie Kai pour sa compagnie. Au cours de leur conversation, elle se souvient de quand le garçon s'est perdu dans la crypte démoniaque à l'âge de 10 ans, lorsque son père l'a emmené pour une inspection.
Quand il est rentré chez lui ce jour-là, Kai a dit qu'il avait vu l'épée de Sid. Il se souvient vivement de ce jour-là, tombant dans un vide absolu, entouré de créatures terrifiantes, jusqu'à ce que dans sa chute libre, une épée brillante illumine le chemin et attire le jeune Kai Sakuravento. Malgré le traumatisme, Kai n'a jamais partagé cette histoire avec personne d'autre, croyant que personne ne le croirait. Depuis cet incident, il ressent une responsabilité personnelle pour s'assurer que ces démons ne s'échappent jamais de la crypte. En raison de cet état d'esprit, Jean pense que le jeune homme sera toujours avec l'Agence pour la protection de l'humanité dans 2 ans. À ce propos, elle lui demande ce qu'il pense que l'avenir réserve au-delà de ces 2 années. Avant qu'il ne puisse répondre, Kai voit le monde autour de lui se désintégrer dans une distorsion statique. Au milieu de ce chaos, un système annonce que la réincarnation globale a été activée. Kai est ensuite transporté dans une réalité alternative, où les bâtiments de sa ville, Vishal, ont été détruits, remplacés par un environnement sombre et dévasté par la guerre. Au-dessus de tout cela, un démon colossal surgit derrière les ruines et l'attaque avec de la magie. Parvenant à échapper à la mort, sans un instant pour réfléchir, Kai se précipite vers son fusil et tire sur le nouveau sort du démon avec une balle elfique modifiée, neutralisant le sort et surprenant son adversaire. Enragé, la créature se précipite à nouveau sur lui, obligeant Kai à utiliser ses compétences exceptionnelles d'esquive. Il surmonte les obstacles et frappe le démon avec sa baïonnette. Mais sa peau dure rend la lame inefficace. Kai tire ensuite sur le démon avec une balle draconique modifiée qui imite le souffle des bêtes mythiques, provoquant une énorme explosion dans le corps de la cible. Kai est fier d'exécuter les mouvements qu'il a entraînés pour vaincre un démon. Outré, une autre entité maléfique apparaît, incapable de croire qu'un humain ait vaincu l'un des siens. Kai se rend compte que ce démon peut parler la langue humaine remarquablement bien. Le démon commente que la façon la plus simple de contrôler un esclave est de communiquer dans sa langue, choquant Kai et lui faisant réaliser qu'il doit être considéré comme la racaille de ce monde. Le démon sent le danger chez Kai et prépare un sortilège mortel jusqu'à ce que Saki arrive dans la Jeep Erza, lance une grenade éclair sur l'entité et sauve son ami. Kai appelle Saki, mais elle ne comprend pas comment cet étranger connaît son nom. De même, lorsque Kai s'approche d'Ashran, il est lui aussi perplexe face à la familiarité du garçon. Sans rien comprendre, le protagoniste se souvient que les 3 faisaient partie de la même unité à l'Agence pour la protection de l'humanité. Cependant, Saki ne reconnaît pas non plus cette agence car elle est soldate de la Résistance, l'armée rebelle humaine. De plus en plus perplexe, Kai demande ce qui est arrivé à ce monde. La fille explique qu'il y a eu un conflit prolongé appelé la Grande Guerre des 5 races et que l'humanité a été vaincue il y a plus de 30 ans. Chaque ville dans le monde a été envahie par les races ennemies et depuis, les humains survivants se cachent du mieux qu'ils peuvent. Selon Ashran, les autres races se battent encore pour les territoires conquis, et la fédération Erza a été prise par les démons, obligeant tous les habitants à fuir. Cependant, en utilisant une zone souterraine restée intacte après la guerre, les humains ont créé un refuge pour y vivre. Kai se demande comment l'humanité a perdu cette bataille, et les 2 soldats de la Résistance expliquent qu'ils ne faisaient pas le poids face à des créatures aussi redoutables, chaque race ayant son propre héros, contrairement aux humains. Kai demande des informations sur le prophète Sid, mais aucun d'entre eux ne sait de qui il s'agit. Le garçon perdu prétend être le héros qui a vaincu les 4 autres races, mais Ashran pense qu'il ne vivrait pas sous terre si cette personne existait vraiment. Autour des 3, la troupe principale de la ville souterraine arrive. Comme certaines villes résistent encore, chacune a une garnison supervisée par la troupe principale. Selon Saki et Ashran, le commandant de cette troupe et la résistance sont considérés comme des sauveurs par le peuple de la fédération Erza. Son nom est Jean, un leader empathique et charismatique, apprécié par la civilisation humaine parmi les commandants. Jean demande qui est le soldat inconnu. Ses camarades expliquent et Kai reste sans voix, réalisant que même son ami le plus proche ignore qui il est. Ne pouvant l'accepter, le garçon crie le nom de Jean, se rappelant qu'il faisait du shopping il y a à peine quelques instants. Le commandant, perplexe par cette histoire, déclare qu'il ne reconnaît pas ce soldat, puis se détourne et se dirige vers une réunion prévue. Insatisfait, Kai se demande pourquoi son ami prétend être un homme, sachant que son rêve en tant que fille a toujours été de surpasser la carrière de son père. Fallon, l'un des subordonnés seniors, attrape Kai par le poignet, mais Jean lui demande de le laisser partir. Après le départ du commandant, Saki demande ce qui se passe dans la tête du garçon et Ashran propose sa chambre pour que Kai puisse se reposer et réfléchir. En arrivant chez Ashran, le visiteur de ce monde ne peut penser à rien d'autre que pourquoi tout cela lui arrive. Peu importe combien il lit les documents, les seuls dossiers manquants sont les siens et ceux de Sid. Ce que Kai ne comprend pas, c'est que si le prophète Sid n'a jamais existé, il ne devrait pas y avoir les 4 cryptes pour sceller les 4 races. Le lendemain, Kai interroge ses vieux amis sur les cryptes, mais ils ne savent rien de ce genre. Face à cela, Kai emprunte une voiture et promet de revenir avant midi, malgré les protestations de Saki. Ashran jette instinctivement la clé à l'inconnu, et Kai se dirige vers les ruines chaotiques de Vishal, jusqu'à ce qu'il atteigne la crypte qu'il surveillait dans le monde d'origine. Alors qu'il s'approche de l'entrée,
Il rencontre l'épée du prophète Sid et la brandit. Une voix de larme décrète que le porteur de cette relique est désormais le détenteur du code. L'épée ouvre alors une porte qui transporte Kai sur une plateforme mystérieuse. En montant les escaliers, il trouve une fille mi-ange, mi-démon enchaînée. Avec un certain effort, la femme parvient à dire que son nom est Rin, malgré la situation bizarre dans laquelle elle se trouve. Kay ne veut pas risquer de libérer un démon, mais comme il ne peut pas simplement l'abandonner, il espère qu'elle n'attaquera pas. Il utilise sa lame pour briser la chaîne, mais rien ne se passe. Il essaie son fusil, mais même un coup ne cause aucun dégât. Kai imagine qu'il pourrait utiliser l'épée qu'il a trouvée au cimetière, et bien que ce n'était pas son intention, l'arme de Sid apparaît dans ses mains, indiquant que c'est la voie. D'un simple coup, les chaînes se brisent, libérant le prisonnier. Reprenant connaissance, Rin est étonné et se retire du genou de l'humain, puis crie en colère le nom de Vanessa, exigeant son retour et affirmant qu'elle n'a pas perdu ce combat. Ignorant Kai, elle déclare qu'elle ne peut être vaincue par un simple démon subalterne et attaque l'humain. Après avoir esquivé le premier sort, Kai voit une grande masse d'énergie magique se former devant lui, prête à lui foncer dessus. Lorsque la voix du système indique que le porteur du code doit couper le fil du destin de la mort avec sa lame, le jeune humain tranche le sort de l'entité en deux, la laissant incrédule. Rin se demande comment un démon faible pourrait détruire ses attaques. Alors Kai tourne le dos pour prouver qu'il est humain, car il n'a ni elle ni queue. Prenant conscience de la situation, Rin s'excuse pour son comportement, expliquant que sa haine des démons la rend impulsive. Comme Rin affirme ne pas être un démon, Kai lui demande de quelle espèce elle est, mais la femme ne semble pas à l'aise avec la question et demande à passer à autre chose. Acceptant les termes, Kai veut maintenant savoir où ils sont, mais Rin elle-même ne sait pas car elle se battait avec Vanessa et s'est simplement retrouvée là, alarmée. La personne demande si elle parle de l'impératrice noire et héroïne des démons, en remarquant que ce n'est pas une adversaire ordinaire. Rin confirme qu'elle peut détruire toute une armée de démons, mais souligne ce qu'elle vient de voir de ce jeune garçon qui a détruit un de ses sorts. Kay était sur le point d'expliquer que l'épée qu'il portait était responsable lorsqu'une femme robotique annonce que l'entité de destinée singulière s'est éveillée et que son niveau de menace pour le monde nouvellement établi est énorme. À cause de cela, le robot active le plafond par les derniers élévateurs. Avec cela, la machine attaque Kai et Rin de toutes ses forces. Alors que la structure autour d'eux s'effondre, ils essaient de garder leur distance, mais la machine utilise son portail pour atteindre ses cibles et s'emparer de Rin. Après cela, ils lancent le code 0, où des orbes magiques sont invoqués et nuisent au corps de la victime. Voyant cela, Kai refuse de rester inactif et utilise l'épée de Sid pour couper en deux la griffe métallique tenant l'entité du destin singulier. La machine est choquée de voir l'épée interdite, et tandis que Rin voit l'image de Sid se refléter en Kai, le garçon les téléporte tous les deux vers un endroit sûr et éloigné. Rin avoue sa peur avec une étreinte forte à son sauveur, un geste que l'humain rend. En analysant la situation, il demande si la femme a des compagnons, et en effet, elle n'en a pas. En fait, c'est la première fois que quelqu'un fait quelque chose comme ça pour elle. Les esprits célestes et les bêtes ont tous dit que Rin n'est pas comme eux, et les démons avec l'issue la plus cruelle dans un duel avec leur chef, Vanessa. De même, Kai s'identifie à l'histoire de vie de l'entité, car personne ne se souvient de qui il est dans ce monde. Autant qu'il sache, les humains avaient remporté la grande guerre des 5 races, mais maintenant, il voit la ville qui était autrefois sa maison réduite en ruines. Rin admet qu'elle ne le savait pas, surtout que juste avant de combattre Vanessa, les humains commençaient à gagner la guerre après l'apparition d'un héros. En entendant cela, Kai demande si la fille connaît Sid, mais elle ne se souvient de personne de ce nom. Pourtant, l'homme est content d'avoir une compagne et de partager une histoire familière avec quelqu'un. Tandis qu'ils commencent leur voyage, Rin s'évanouit, obligeant le garçon à la porter sur son épaule. Il dit qu'ils doivent passer par la ville, et bien qu'elle ne fasse généralement pas confiance aux humains, elle fait confiance à Kai, alors elle le suit. Plus tard, déjà allongé dans son lit, Kai ressent le poids de son propre corps après cette journée épuisante. D'ailleurs, elle trouve cela très injuste que les humains aient de l'eau chaude pour se laver, alors que toute sa vie, elle a dû se baigner dans les eaux froides des rivières et des lacs. De plus, le lit de Kai est très doux, alors qu'elle a passé toute sa vie à dormir sur des broussailles et des rochers. Néanmoins, comme elle l'a observé maintenant à la surface, cette ville humaine s'est transformée en ruine, tout comme l'homme l'avait mentionné. Même lui a du mal à croire qu'il existe dans un monde où les résultats historiques de la Grande Guerre ont été inversés. Rin parie qu'ils découvriront un moyen de sortir de là et de retourner dans leur monde d'origine. Pour l'instant, l'espoir est la seule chose qui les soutient. Quand il est temps de dormir, Rin se couche dans un lit chaud pour la première fois, tandis que Kai essaie de se reposer par terre du mieux qu'il peut. Cependant, son repos est interrompu lorsque la fille l'alerte d'une forte présence magique dans les environs, déclarant fermement qu'un démon est proche. En fait, le système de sonorisation de la ville annonce une attaque ennemie, et tous les civils doivent évacuer.
En marchant dans la rue, Kai déplore que même l'un des derniers refuges de l'humanité soit en péril, confirmant sa conviction que sa race est piégée sans personne pour les sauver. Cependant, d'après ce qu'il a vécu hier, il croit qu'il pourrait être la seule personne capable d'au moins imiter Sid et brandir l'épée interdite. Armé de cet atout, il se dirige vers la bataille. Pendant ce temps, Saki et Ashran sont déjà sur les lignes de front en train de tirer sur les démons, mais l'armure résistante des créatures les empêche d'être blessés. Ashran demande à son camarade de prendre la mitrailleuse. En chemin, la fille est presque tuée par un des ennemis, mais Kai apparaît juste à temps pour sauver Saki. Après avoir frappé le démon violemment, il lui dit d'utiliser de l'eau contre les adversaires. Lorsqu'ils absorbent le liquide, leurs corps de pierre deviennent lourds, les empêchant de voler. Après cela, il s'agit de bombarder les ennemis jusqu'à ce qu'ils se transforment en cendres. D'ailleurs, il semblait que c'était le tour d'Ashan de périr, mais Kai réussit à aider juste à temps avec l'épée de Sid en main. Avec l'aide de Rin, le duo parvient à abattre le dernier adversaire, et l'extraordinaire capacité de cette entité fait réaliser à l'humain qu'elle pourrait effectivement affronter Vanessa. Même dans ces conditions, une partie de la ville est dévastée, et les bâtiments abritant la population sont en flammes. Un Saki et un Ashan terrifiés arrivent avec 1000 questions sur la façon dont Kai a pu faire tout ça. Il révèle qu'il vient d'un monde où les humains ont remporté ce conflit, et que le style de combat de son monde, ainsi que des munitions spéciales ou des avancées technologiques, ont permis de remporter cette victoire. Les deux combattants de cet univers allaient le remettre en question cette histoire folle, mais soudainement Ashan est informé par l'équipe de surveillance que 2 éclaireurs démons se sont échappés. Sans tarder, le combattant court pour alerter le quartier général, prévoyant déjà le pire, car maintenant les démons savent où est le refuge et reviendront avec encore plus d'unité la prochaine fois. Saki demande à Kai de les accompagner au quartier général, car Jean pourrait avoir besoin de sa force dans cette guerre. En chemin, Kai demande si le quartier général de l'armée rebelle de la Fédération Erza n'est pas dans la capitale royale en ruine, mais Ashan pense que précisément à cause de cela, les démons ne croiraient jamais que des humains sont là. Saki explique que cette idée vient du père de l'ancien commandant Jean, qui a pris sa retraite il y a 2 ans suite à une blessure, transférant le titre à son fils quelque temps plus tard. Au quartier général, les officiers sont incrédules que l'homme et l'entité viennent d'un monde alternatif où la guerre a été gagnée. Jean veut connaître le lien entre elle et Kai dans ce monde différent, puisqu'il lui a parlé comme s'il la connaissait. Kai explique ensuite qu'ils étaient amis d'enfance et Jean a toujours dit qu'elle voulait être comme Og et Ger. En entendant ces noms, Jean est stupéfaite et met brusquement fin à la réunion. Ce soir-là, Falin frappe à la porte de Kai pour l'informer que le commandant l'attend. À son arrivée, le garçon voit son amie sans son déguisement masculin, et elle lui révèle que seul Falin et les réalisateurs vétérans savent qu'elle est une femme. Elle exprime ensuite sa surprise que Kai connaisse les surnoms de son père et de son grand-père, Og et Ger. Pour cette raison, malgré le fait de ne pas tout croire, elle envisage la possibilité que l'étranger dise la vérité et demande son aide pour contacter les 5 autres centres de résistance et encercler les démons qui ont l'intention d'envahir le refuge de Myot Yashal. Rin soutient que même si la mission réussit, cela ne ferait que provoquer davantage les démons, qui riposteraient avec encore plus de force. Mais Jean ne voit pas d'autre option. Ainsi, Kai propose d'attaquer la capitale royale en ciblant l'impératrice sombre, Vanessa. Croyant l'homme fou, le commandant lui rappelle que ce démon était responsable de l'anéantissement de toute l'armée de défense de la capitale il y a 30 ans et de la prise du palais. En réponse, Kai mentionne l'histoire de Sid, qui a vaincu à lui seul le champion du démon, et il se sent capable de faire de même. Douteux du jeune guerrier, le commandant demande pourquoi il semble si désireux de risquer sa vie pour cette mission. Kei souligne qu'il a vu Ashran et Saki risquer leur vie au combat, et même s'il retournait dans son monde d'origine, il ne pourrait pas les affronter s'il les laissait mourir dans le monde parallèle. Finalement, il conçoit un plan basé sur la croyance que les démons sont plus préoccupés par les autres races que par les humains, donc la plupart de leurs forces sont stationnées près des frontières, avec probablement seulement environ 10% de leur force totale dans la capitale royale. Il suggère que pendant qu'il se bat contre Vanessa, l'armée rebelle garde ses 10% occupés. Jean est d'accord pour dire qu'ils peuvent retenir les ennemis pendant un temps, mais craint que la plupart de ses troupes ne soient mortes avant d'atteindre le palais. À la lumière de cela, Falom propose d'envahir par voie souterraine, car il y a une ligne de chemin de fer souterraine derrière le palais que la famille royale utilise comme route d'évasion. Surpris, Jean demande pourquoi elle n'a pas été informée de cette voie ferrée plus tôt, et le combattant répond que le père de Jean ne voulait pas qu'elle se mette en danger à ce point, alors il a demandé aux subordonnés d'omettre cette stratégie. Cela dit, le commandant annonce une réunion pour reprendre enfin la Fédération Erza. Alors que les préparatifs de l'attaque touchent à leur fin, Rin réfléchit à sa haine pour les démons, les esprits, les bêtes mythiques, les célestes et les humains. Cependant, elle se méprise le plus pour être un mélange de tous. Pourtant, elle reconnaît que Kai n'a jamais eu peur d'elle, l'acceptant même, quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu auparavant étant habituée à la haine. Rin souhaite profondément que cet humain ne meure pas. Alors que les véhicules de combat partent, l'armée rebelle de la Fédération Erza se dirige vers le palais du gouvernement par un passage souterrain pour lancer leur attaque.
Tandis que le groupe principal occupe les démons, Saki et son équipe doivent libérer les captifs dans le sous-sol et renverser Vanessa au sommet de la hiérarchie. Jean donne les ordres et Saki voit en son chef l'espoir de la victoire. Sa seule inquiétude est qu'elle sera dans le groupe qui affrontera le démon de front. Dans un éclat soudain, elle se demande si les 4 membres du véhicule blindé peuvent réussir une mission aussi difficile. Kai souligne que la priorité est de rejoindre rapidement Vanessa et de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts et non de prendre d'assaut le palais comme Rambo. Il ne fait confiance qu'à Saki et Ashran pour l'accompagner. Rin tapote la tête de Saki pour la calmer et à sa surprise, Saki se calme. Rin fait remarquer que Saki est assez forte pour affronter les forces ennemies. Bien que Vanessa soit une adversaire coriace, si l'impératrice des ténèbres refuse de mourir, Rin est prête à s'autodétruire et emmener le démon avec elle. Malheureusement, cela ne rassure pas Saki. De même, Ashran admet qu'il est inquiet, car l'état du palais est inconnu. Surtout avec autant de rebelles se déplaçant, augmentant le risque d'être découverts par des ennemis. Kai leur rappelle que les démons sont sensibles à la magie, et que les humains manquant de pouvoir magique pourraient rester cachés jusqu'à ce qu'ils atteignent leur cible. Ashran se sent un peu soulagé et mentionne que tous les rebelles seront commémorés et peut-être même récompensés pour cette mission. Kai commente qu'Ashran semble plus fort que celui de son monde d'origine, ce à quoi Ashran demande si c'est un compliment. Alors qu'ils atteignent la fin du passage souterrain, Jean rassemble l'armée rebelle et les remercie pour leur confiance. Elle loue leur bravoure et leur loyauté, reconnaissant que beaucoup peuvent se sentir peu sûrs avec peu de temps de préparation. Cependant, elle leur rappelle que la résistance de la Fédération Erza a fait face à des années de bataille contre la domination démoniaque, laissant chaque soldat aguerri. Cette résilience est la clé pour libérer l'humanité des ténèbres. Avec cela, les soldats lèvent leurs armes et lancent un cri de guerre. Après avoir fait exploser la sortie du passage, ils atteignent la surface et voient dans le palais du gouvernement entouré de forces démoniaques. Le premier acte de défense est un sort de congélation, mais Kai sait comment le dissiper. Il tire sur le démon et s'approche assez pour lacérer sa peau avec son épée. Cela explose l'ennemi et dès que le premier démon tombe, d'autres émergent pour défendre le palais. Le joyau de la Fédération Erza tire une balle de foudre, abattant plusieurs à la fois. Ashran, incrédule, se demande si Kai était responsable du massacre. Kai explique qu'il a utilisé des munitions anti-groupe de son monde. Un étranger mystérieux demande à Rin de percevoir la présence de Vanessa, et lorsque l'entité indique l'emplacement de l'impératrice des ténèbres, Kai décide de fouiller l'étage le plus haut du côté nord pour éviter de se faire remarquer. Jean prévoit d'envahir le palais en utilisant les escaliers de secours du côté sud avec son équipe, tandis que le groupe 1 garde l'entrée pour empêcher les démons d'entrer, et le groupe 2 sauve les prisonniers dans le sous-sol. Pendant l'invasion, Falon trouve étrange que Kai appelle la balle de foudre un projectile sans appuyer sur la gâchette, mais ne s'y attarde pas tandis qu'il monte les escaliers. Rin identifie un diablotin, un petit démon qui invoque des plus grands. Une énorme créature apparaît et attrape l'un des rebelles, mais Falon lui coupe rapidement les doigts. Elle ordonne à tout le monde de continuer à grimper pendant qu'elle retient le démon. À l'entrée, le groupe 1 repousse les attaquants et le groupe 2 atteint les prisonniers dans le sous-sol. L'équipe principale continue d'avancer avec leur commandant jusqu'à ce qu'elle soit frappée par un piège électrique, provoquant la panique parmi les soldats. Cependant, Jean sort indemne et rassure tout le monde, révélant qu'elle est protégée par la technologie elfique et son costume de lumière sacrée. Un énorme démon approche et Jean ordonne à Kai et à son unité de poursuivre Vanessa tandis qu'elle combat le démon avec son escouade au sommet de la Sainte Lumière. Pendant ce temps, le groupe de Kai, portant les brassards magiques de Rin qui dissimulent leur présence, rencontre une créature colossale. Le fusil de Saki tremble, mais Rin la calme pour éviter le bruit. Cachés par une barrière invisible, les humains respirent facilement alors que la bête passe sans les remarquer. Ils se dirigent vers une salle du palais avec des disjoncteurs où Ashran déclare que si Kai et Rin ne parviennent pas à vaincre Vanessa, lui et Saki couperont les lumières pour les aider à s'échapper. Peu après, alors que Kai et Rin avancent, l'alarme du palais retentit, bien que la barrière de Rin fonctionne toujours. Kai déduit que les capteurs infrarouges sont toujours actifs et ils accélèrent leur rythme. Ils rencontrent un démon qui insulte les ailes de Rin et laisse entendre que Vanessa est intriguée par l'invasion, même s'il ne répond pas directement aux questions de Kai concernant le système de surveillance. Kai ignore les provocations et demande au démon de l'aider à trouver leur héroïne. Le monstre, avide de combat, attaque avec des boules de feu. Rin protège rapidement Kai avec ses ailes et esquive les flammes. Puis elle isole Kai du combat avec un mur de glace lui permettant de continuer vers Vanessa. Les démons, perplexes face au mélange d'anges, elfes, nains, esprits, dragons et même démons chez Rin, interrogent son identité, mais elle n'en est pas sûre et sait seulement qu'elle les méprise. Kai entre dans une salle du trône où Vanessa le salue, ce qui le fait trembler. Pendant ce temps, Jean combat un démon énorme et lutte contre son armure jusqu'à ce qu'elle transforme son arme en un arc long en forme de lune, transperçant le démon avec une flèche puissante. Le démon note que l'utilisation par Jean de la magie elfique épuise sa vie, suggérant qu'elle a choisi la mort pour assurer la victoire de l'humanité. Jean confirme cela en tuant le démon. Un autre ennemi l'attaque, mais Falon arrive à temps pour le repousser.
Le chien de l'enfer à 3 têtes, reconnaissant Fallon, mentionne un humain connu sous le nom de Dragonard qui brandit une dent de dragon au combat. Pendant ce temps, Vanessa demande à Kai s'il va déposer son arme comme beaucoup d'autres l'ont fait après avoir appris que le chef des démons est une succube lui permettant de le séduire pour passer le temps. Kai refuse l'offre, affirmant que les démons sont animés par la folie et la violence. Vanessa rit, reconnaissant sa résistance, car beaucoup succombent à ses charmes. Elle demande alors si l'humain présent est le commandant rebelle en tenue elfique, mais Kai dit qu'il est simplement un étranger d'un monde où Vanessa a été vaincue. Curieuse, Vanessa demande qui l'a vaincu, et Kai révèle que ce sont les humains, qui font face à des menaces encore plus grandes. Vanessa rit encore plus fort, trouvant amusant qu'elle ait été tuée par un humain. Kai précise que ce n'était pas n'importe quel humain, mais le prophète Sid. À ce moment, Vanessa perd son calme, car ce nom évoque des souvenirs désagréables. Elle attaque ensuite Kai avec de la magie, mais il la dissipe facilement. Sans hésiter, il contre-attaque et lui tranche la poitrine, seulement pour découvrir que c'était une illusion. La véritable impératrice des ténèbres le frappe presque par derrière. Vanessa loue son habileté et son arme, qui annule la magie et déclenche une attaque semblable à un dragon. Cela la pousse à croire que cette personne vient vraiment d'un autre monde. Prudemment, elle invoque la gloire au purgatoire des flammes, qui incendie le mur derrière l'humain. Cependant, Kai s'échappe. Irritée, elle jure de terminer le combat avec une explosion chaotique qui brise le sol du bâtiment dans une explosion dévastatrice. Haut dans le ciel, car Vanessa croit que personne ne peut survivre à cette attaque à moins d'être un héros des 5 races. Pourtant, Kai se tient devant elle, effrayé mais vivant. Imaginant que l'épée de Sid l'a encore sauvé, Rin arrive, blessé et craignant que Kai soit mort, jusqu'à ce qu'un portail s'ouvre dans le ciel. Des griffes métalliques attrapent Vanessa et une voix robotique annonce la détection de fluctuations inattendues chez l'héroïne démon. Entendant le nom Sid, le robot démarre une excision pour effacer le code de Vanessa du monde. Mais l'impératrice des ténèbres contre avec la capacité de gloire. Malgré de lourds dégâts, le robot se retire dans le portail, laissant Kai et Rin terrifiés par le pouvoir de Vanessa. Rin note que Vanessa a toujours été forte, mais cette version surnaturelle est encore plus terrifiante. L'impératrice, agacée par ses blessures non cicatrisées, reste déterminée à écraser ses 2 adversaires. Rin réalise qu'elle ne peut pas vaincre Vanessa seule. Avant que Vanessa n'attaque, Rin vole vers elle, la plaquant et dit à Kai de s'enfuir parce qu'elle ne peut pas retenir Vanessa longtemps. Rin crée une barrière de prison d'ombre autour d'elle et de Vanessa pour gagner du temps. Vanessa reconnaît la magie comme une magie des esprits faibles et se libère facilement, envoyant voler Rin. Avant que Vanessa puisse l'achever, Kai la charge. Il parvient à bloquer la plupart de ses attaques, mais il finit quand même gravement blessé. Rin est dévastée, croyant que Kai est mort, tandis que Vanessa la nargue, demandant si elle envisage de venger Kai ou de fuir. Rin, excédée par Vanessa, jure de la faire payer. Elle libère sa pleine puissance, se transformant et affichant des traits des 5 races. Amusée, Vanessa remarque la nouvelle force de Rin, mais se demande pourquoi Rin ne l'a pas utilisée plus tôt pour aider Kai à s'échapper. Rin, arrêtant de jouer, donne un coup de poing solide à Vanessa, égalant sa puissance. Cependant, Vanessa ne faisait que s'amuser avec elle, et trouve la forme chaotique de Rin intrigante, se demandant si Rin avait peur de révéler sa véritable nature, ou craignait d'être étiquetée comme un monstre. Rin commence à pleurer, mais Vanessa lui dit qu'elle n'a qu'elle-même à blâmer. Vanessa, étant la héroïne démon, fera ce qu'elle veut. Rin avait la chance de sauver Kai, mais elle a hésité par peur, ce qui a conduit à la mort de Kai. Aussi difficile que cela soit pour Rin de l'admettre, Vanessa a raison, la mort de Kai est de sa faute. Cependant, cela n'a plus d'importance, car rien ne peut ramener Kai. Maintenant, Rin veut simplement mourir et prévoit d'emporter Vanessa avec elle. Elle saisit la main de Vanessa pour lancer une malédiction, et avant que Vanessa ne s'en rende compte, des gouttes de sang commencent à s'échapper de sa peau, drainant sa force vitale. Aucune défense ne peut arrêter cela. Les gouttes continueront de tomber jusqu'à ce que Vanessa et Rin meurent. Normalement, cela signifierait la défaite pour Vanessa, mais elle a un dernier tour dans son sac. Rin s'effondre soudainement et Vanessa explique que la malédiction dépend du pouvoir magique du lanceur. Bien que Rin ait normalement assez de magie pour réussir, ils sont dans le territoire de Vanessa où elle a mis en place des défenses contre les autres races. Un grand cercle de malédiction affecte les esprits, les bêtes magiques et les célestes, le rendant 3 fois plus puissant sur Rin, qui est un mélange des 3. C'est incroyable que Rin ait duré si longtemps, mais maintenant elle ne peut pas venger Kai. Elle s'assoit simplement et s'excuse de l'avoir déçue. Vanessa en a assez des tentatives pitoyables de Rin, alors elle se prépare à l'achever avec un dernier coup. Cependant, juste avant que Rin ne puisse être vaincue, l'attaque est déviée par Kai, qui est étonnamment encore vivant. Kai rassure Rin qu'elle n'a rien fait de mal et que son combat avec Vanessa lui a donné assez de temps pour se réveiller. Rin et Vanessa sont tous deux choqués de voir Kai vivant. Alors Vanessa demande comment il a survécu à une attaque qui aurait dû être fatale. Kai explique qu'il a utilisé le porte-code pour se protéger de l'explosion, marquant la 2e fois qu'il l'a sauvé pendant cette bataille. Mais il garde cette information pour lui et se prépare à affronter à nouveau Vanessa. Vanessa se sent insultée que Kai ose la défier et lui rappelle qu'il n'a survécu que par chance. Sa dernière attaque l'a presque tué et l'intervention de Rin est la seule raison pour laquelle il n'a pas été achevé.
Kay répond qu'il est déterminé à gagner parce que Rin a risqué sa vie pour lui et il prévoit de faire de même pour elle. Intriguée, Vanessa demande si Kai a un plan pour la vaincre, car elle est curieuse de voir ce qu'il peut faire. Les humains prétendent toujours qu'ils vont lui montrer leur potentiel, mais elle n'a jamais été impressionnée. Le héros de l'esprit, le héros céleste et le héros de la bête sont tous des ennuis pour elle, mais elle respecte au moins leurs forces. Quand il s'agit des humains, elle ne trouve personne digne de son respect, sauf Kai, qui prétend pouvoir être assez fort pour devenir le héros de l'humanité. Kay lui dit qu'il ne veut pas être un héros, mais accepte de lui montrer le potentiel des humains. Il va maintenant affronter Vanessa en tant que représentant de l'humanité. Bien que Vanessa doute que Kai puisse la vaincre, elle décide de le prendre au sérieux et utilise sa magie pour invoquer une petite météorite pour l'écraser. Cependant, Kai la découpe facilement avec le code Holder. Impressionnée par sa capacité à percer sa magie, Vanessa n'a pas encore fini. Elle commence à lancer des centaines de sorts de feu infernal. Pendant qu'elle fait cela, Kai contacte Ashran pour couper le courant, plongeant le bâtiment dans l'obscurité. Vanessa réalise qu'elle ne peut pas voir, même avec une flamme sur son épaule, et ne peut pas sentir la présence de Kai car il n'a pas de magie. Pourtant, elle vise son épée avec son attaque de feu infernal car elle est pleine de magie. Lorsque la poussière retombe, elle est choquée de découvrir que Rin tenait le détenteur du code et que Kai est déjà derrière elle. Les années d'entraînement de Kai portent enfin leurs fruits alors qu'il attaque Vanessa et demande à Rin de lui lancer son épée pour pouvoir la vaincre. Alors que Vanessa s'effondre au sol, son corps commence à se désintégrer à cause des dégâts qu'elle a subis. Rin et Kai remarquent que quelque chose ne va pas chez elle, et c'est à ce moment-là que les souvenirs de Vanessa lui reviennent enfin. Elle se souvient maintenant de tout concernant Sid et la réincarnation du monde. Elle n'arrive pas à croire qu'elle s'est laissée piéger, même si Sid l'avait averti que cela pourrait arriver. En entendant Vanessa parler de Sid, Kai lui demande de partager tout ce qu'elle sait. Vanessa explique un phénomène que Sid appelait la réincarnation du monde. Quelqu'un a provoqué cette réincarnation pour changer le cours de l'histoire, et Kai doit trouver cette personne. C'est probablement l'un des 3 autres héros. Sid avait prédit la réincarnation du monde. C'est pourquoi il a confié son épée à Vanessa pour empêcher qu'elle ne soit volée par l'ennemi. L'épée est la seule clé pour réparer les changements apportés à ce monde. Kai se demande pourquoi Vanessa et Sid travailleraient ensemble alors qu'ils sont censés être ennemis. Vanessa admet que bien qu'elle ait autrefois combattu Sid, il a gagné son respect en tant que combattant fort et ils ont fini par travailler ensemble. Il y a beaucoup de choses sur la réalité précédente que Kai ne connaît pas, alors Vanessa le prévient du code 0, un type de magie très difficile à gérer. Elle dit aussi à Kai qu'il s'est bien débrouillé contre elle, et elle est impressionnée par sa stratégie d'utiliser l'obscurité, ainsi que par son courage et ses compétences en combat. Elle est maintenant convaincue que c'est ce que Kai entendait par esprit humain, mais elle se sent toujours frustrée d'avoir perdu contre lui de cette manière. Elle ne peut pas trouver d'excuses, mais elle aimerait affronter Kai à nouveau, alors elle lui dit que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, elle s'amusera beaucoup plus avec lui. Qui est sans voix après avoir entendu cela de Vanessa, mais l'épuisement du combat le rattrape bientôt et il tombe à genoux. Malgré cela, il se sent soulagé d'avoir vaincu Vanessa. La nouvelle de la défaite de Vanessa se répand rapidement parmi les survivants humains et ils se rassemblent à la fondation Erza pour commencer à la reconquérir. Les choses commencent enfin à s'améliorer pour l'humanité. Alors que tout le monde célèbre cette victoire, Kai réfléchit profondément à sa prochaine action. Rin demande si quelque chose ne va pas et partage ses préoccupations. Il avait pensé que quelque chose leur était arrivé, les rendant les seuls à se souvenir du vieux monde, mais si les mots de Vanessa sont vrais, le monde a changé et ils restent les mêmes. Rin souhaite que les choses puissent redevenir comme avant, car elle trouve ce nouveau monde effrayant. Kai est d'accord, mais ne sait pas comment changer les choses. Juste à ce moment-là, Jean s'approche de Kai et Rin pour exprimer sa gratitude. Bien que la ville soit en ruine, les humains ont pu la récupérer grâce aux efforts de Kai et Rin. Jean les remercie au nom de l'armée rebelle. Jean ne peut s'empêcher de remarquer que Kai et Rin ne semblent pas très heureux malgré leur victoire. Kai lui dit qu'il est en fait soulagé qu'ils aient gagné parce qu'il doute de pouvoir battre Vanessa s'ils la rencontrent à nouveau. Avec Vanessa partie, les humains peuvent maintenant reconstruire la ville, probablement en mieux qu'avant. Cependant, Jean pense que la restauration devrait être dirigée par ceux qui ont vécu la chute initiale de la Fédération face aux démons et non par elle. Quand Kai et Rin demandent ce qu'elle compte faire si elle ne participe pas à la reconstruction, Jean explique qu'il y a 3 autres fédérations, Ayo, Euron et Schultz, qui ont été conquises par d'autres races. Chaque fédération a une armée rebelle humaine qui se bat. Jean a l'intention d'unir ces rebelles en une force plus grande. La nouvelle de la défaite de Vanessa s'est déjà répandue, motivant les humains à travers le continent. Jean espère que Kai et Rin se joindront à elle pour aider les autres armées rebelles. En travaillant ensemble, ils pourraient réussir ce que les humains du monde d'origine de Kai ont fait et renverser les autres races. Jean dirigera les soldats, veillant à ce que Kai et Rin aient tout le soutien dont ils ont besoin, et elle veut que Kai se batte à leur côté. Kai a l'air surpris un instant, alors Jean ajoute rapidement qu'il sera bien récompensé pour ses efforts héroïques. Ce n'est pas que Kai ne veuille pas aider l'humanité à gagner la guerre, il réfléchissait juste à la maturité de cette version de Jean.
Dans sa réalité, Jean était une personne incroyable, mais avait un côté enfantin, faisant des choses comme l'appeler pendant l'entraînement, lui proposer de faire du shopping ensemble et s'inquiéter pour son avenir avec des amis. Il est difficile pour Kai d'imaginer ce Jin faisant ces choses. Kai accepte de rejoindre Jean pour combattre les autres races et libérer l'humanité. Il se serre la main en signe de coopération et se dirige vers le rez-de-chaussée. Jean s'adresse aux soldats, demandant s'ils se sont bien reposés. Les soldats, pleins d'énergie, sont enthousiastes car c'est la première fois qu'ils ont dormi sans craindre les attaques de démons. Ils sont ravis d'avoir récupéré Erza. Jin explique ensuite le plan pour récupérer les autres fédérations. Pendant ce temps, Kai parle à Rin, lui disant qu'il prévoit de mettre fin à la guerre des 5 races lui-même. Si ce monde manque d'un héros pour le sauver, il interviendra et sera le champion de l'humanité. Il promet aussi de trouver la personne responsable de la réincarnation du monde et de le ramener à la normale. Alors que Rin fuyait la machine inquiétante qui la poursuivait, elle imagina brièvement un héros la sauvant, bien que ce ne fût qu'une fantaisie passagère. Ashran, à bord du véhicule blindé du rebelle, frissonna, craignant d'attraper froid avant d'atteindre la fédération Aiyo. Jean a dirigé le convoi de véhicules avec peu de tolérance pour les plaintes, tandis que le secrétaire leur rappelait l'appel urgent à l'aide d'autres fédérations. Leur convoi portait le dernier espoir de l'humanité. Kai espérait que la capitale serait reconstruite à leur arrivée, et Rin priait pour que la ville soit à l'abri des démons. Avant de quitter Herzak, les combattants s'étaient organisés pour reconstruire la région cruciale pour l'humanité, mais Rin a senti que des démons se rapprochaient, formant une barrière autour du palais central. La sœur de Vanessa a rapidement identifié celui qui avait renvoyé sa sœur en enfer. Kay s'est protégé d'une attaque de démons en utilisant sa capacité de porteur de code, mais Rin a dû intervenir pour le protéger. Le démon Aineril s'est présenté et Kai a senti que sa présence était aussi puissante que celle de Vanessa. Elle croyait que la défaite de Vanessa était due à une série de miracles et que cela ne se serait pas produit si elle avait été au combat. Kay pensait qu'elle cherchait à se venger pour sa sœur, mais Aineril riait, révélant que l'absence de Vanessa l'avait élevée au sommet de la hiérarchie démoniaque, malgré son affection pour l'impératrice sombre. Elle était en fait reconnaissante envers l'humain d'avoir éliminé Vanessa. Elle aborda ensuite le sujet d'affaires dont elle était venue discuter. Aineril a mentionné que si les démons s'unissaient, ils pourraient reprendre la capitale quand ils le voulaient, mais ils permettaient intentionnellement aux humains de garder Herzak. L'accord était de permettre aux humains de détenir la ville en échange d'une trêve, et le combattant a accepté de transmettre la proposition à son commandant. Aineril s'est moqué de Rin, disant à l'entité chaotique d'arrêter de la fixer, ce qui a mis l'être en colère. Hime Maril espérait que les humains combattraient contre les 3 autres races, prévoyant de les utiliser pour attaquer pendant que les démons se remettaient de leur récente défaite. Elle l'a admis ouvertement et a promis aux soldats un baiser s'ils réussissaient sa mission. Elle les a également avertis d'être prudents avec Lord Alfrea et les Terres Célestes, qui avaient un comportement étrange. Après cela, Kai a mentionné dans le véhicule blindé que l'unité de reconstruction était responsable d'un Urzak dangereux, et faisant partie de l'unité d'expédition, lui et les autres membres de l'équipe ont dû travailler avec la fédération Aiyo pour vaincre les célestes, elfes, nains, fées et anges. Kay croyait que ces races étaient plus rusées et lâches que les humains, avec leurs puissants objets magiques pour la guerre. Alors que les humains voyaient les démons comme des monstres, les célestes étaient comme des êtres supérieurs. Pendant ce temps, Jean a informé tout le monde par radio qu'il s'arrêterait pour se reposer dans 3 km. Soudain, Rin a averti de l'approche d'une bête mythique. Kai a alerté tous les véhicules alors qu'un dragon descendait du ciel, ses ailes massives agitant l'air, tandis que les humains répondaient avec leurs fusils automatiques. Cependant, la créature mystique, grâce à sa peau résistante, est restée indemne alors qu'elle avançait, prête à abattre le premier véhicule blindé avec sa queue. Ce n'est que lorsqu'une balle extrêmement rapide fut tirée, suivie d'une attaque coordonnée avec Rin, que l'adversaire subit des dégâts importants. Bien que non mortels, cela fut suffisant pour forcer le dragon à battre en retraite. À ce moment-là, Jean a ordonné à tout le convoi de s'arrêter pour secourir les groupes 29 et 30, qui avaient été attaqués par la créature mythique. Plus tard, pendant la période de repos, Kai se sentait mal à l'aise d'occuper une tente si grande avec seulement Rin. Cependant, elle se sentirait probablement tendue autour d'humains inconnus, ce qui explique peut-être pourquoi Jean lui a permis de rester seul avec lui. Juste à ce moment-là, le commandant est arrivé avec Fallon pour exprimer sa gratitude pour l'excellent travail de Kai sur la colline, expliquant que cette tente était réservée au haut commandement, avec 2 soldats agissant comme garde du corps du commandant. Fallon a ensuite appelé Kai, l'affectant à la garde intérieure, car Jeanne risquait d'être révélée comme une femme si elle restait trop longtemps avec une autre femme, ayant besoin d'enlever son armure pour dormir. L'officier de confiance a conseillé aux soldats de ne pas faire de mouvements brusques en voyant le commandant en tenue décontractée. Kai s'est senti insulté en tant que soldat professionnel en service, mais en entrant, la réalité a commencé à lui apparaître. Rin faisait un massage du dos à Jeanne pour soulager sa douleur, et Kai a saisi l'occasion de commenter à quel point il devait être difficile de maintenir la prétention d'être un homme. Changeant de sujet, il a mentionné qu'il n'avait pas prévu de rencontrer une bête mythique dans la fédération d'Erza, spéculant qu'ils étaient peut-être venus explorer la région après avoir entendu parler de la chute de l'impératrice des ténèbres.
Jean rassura son subordonné, lui rappelant que des défenses avaient été établies dans la capitale royale et que le poste ne serait pas facilement pris. Elle mentionna qu'elle bougeait beaucoup dans son sommeil, avertissant le soldat qu'elle pouvait accidentellement le frapper pendant la nuit. La tente était spacieuse mais n'avait pas de place pour 3 personnes dans le lit. À l'aube, le convoi partit pour continuer sa mission. Ashran pensait que Kai n'avait pas beaucoup dormi, étant le garde du corps du commandant. Épuisé, Kai accepta tout en regardant le paysage. Rin a remarqué une structure ressemblant à la Grande Muraille de Chine, et Saki a expliqué qu'il s'agissait du mur frontalier, indiquant qu'ils étaient près de la fédération Ayo, ce que Jean a confirmé par radio. La destination du convoi était la 8e ville, Cassiopée, près du quartier général de l'armée régionale. Dans l'après-midi, ils ont traversé les ruines de villes autrefois prospères. Saki a préparé son fusil, impatiente de tirer sur des célestes, mais Kai lui a rappelé que les humains et les célestes se ressemblaient, elle pourrait donc accidentellement tirer sur un allié. Le commandant a ordonné au convoi de s'arrêter et de continuer à pied. Rin a ramassé des fruits locaux malgré l'inquiétude de Kai quant à leur sécurité. Bien que le fruit ait engourdi sa langue, Rin a aimé le goût, écartant la suspicion de poison de Kai en disant qu'elle en avait déjà mangé dans la forêt des elfes. Jean a expliqué que la forêt avait enterré une ville humaine à cause de l'invasion céleste. Lorsque le convoi est arrivé à Cassiopée, il a été chaleureusement accueilli par les habitants et les soldats, une réception si chaleureuse qu'elle suggérait que la menace pourrait être plus sérieuse que prévu. Un des hommes s'avance et se présente au commandant comme Zephen Bakenain, conseiller de Cassiopée. Il mentionne que la victoire de la nuit de la lumière sacrée a répandu l'espoir dans toute la fédération Ayo. Zephen salue ensuite Falon, exprimant son admiration pour avoir rejoint une légendaire soldate rebelle comme elle, bien qu'elle ne soit pas d'accord, estimant qu'elle n'est pas assez âgée pour un tel titre. Jean demande à être conduit à Dante, le commandant de la ville. En route, Zephen demande ce que Falon sait de Dante, et elle révèle qu'il est Dan Djelf Alagueri, un descendant de la royauté de la fédération Ayo qui se considère comme un empereur. Zephen est d'accord avec son évaluation, reconnaissant que Dante est un homme jaloux et méfiant qui voit Jean comme une menace. Cependant, Zephen demande également au commandant de reconnaître que Cassiopée fête son arrivée, même si Dante ne le fait pas. Ils sont bientôt accueillis par Kuburi, l'assistante du commandant, qui les informe que toutes les affaires doivent passer par elle en premier. En entrant dans le bureau de Dante, il se plaint du retard des renforts, accusant Jean de les avoir intentionnellement retardés. Jean explique que leur convoi a été attaqué par une bête mythique, ce qui a causé du retard, mais Dante rejette son explication et se demande pourquoi elle est dans un autre pays après avoir récupéré sa capitale royale, soupçonnant qu'elle vise à voler l'armée d'Ayo pour accroître sa gloire. Le commentaire est clairement dirigé vers le commandant, mais elle reste calme, expliquant que Dante lui-même a demandé l'aide de sa force. Il répond que ce sont ses subordonnés qui ont agi de leur propre chef, mais le commandant soupçonne qu'il résiste encore à être dominé par des êtres célestes. Elle affirme que la gloire individuelle est insignifiante par rapport au danger actuel. Elle conseille à l'empereur autoproclamé que le mérite de repousser les envahisseurs n'appartient ni à eux, mais au peuple et à leur armée. Enfin, elle dit franchement à Dante que s'il désire des honneurs, il devrait agir en conséquence. Après cet échange tendu, les renforts rejoignent les officiers Ayo. Zephen leur explique que la forêt des elfes, le village des nains, la cachette des fées et la cour des anges sont considérés comme inexplorés par les humains, car ils n'ont aucune idée de l'endroit où se trouve le héros céleste. Jean prend en charge la recherche d'Alfrea, impressionnant les subordonnés de Dante, qui commencent à envier son courage. Elle demande des renforts à l'armée Ayo, mais le chef local refuse. Anticipant son entêtement, Jean déclare qu'elle est venue donner sa vie pour ceux qui défendent leur terre, gagnant ainsi la confiance et le respect des soldats de la Fédération. Ce soir-là, dans leur camp, l'armée d'Erza endure un terrible dîner. Le groupe de Kai discute de l'assistante de Dante, Kuburi, alors que Rin remarque quelque chose d'étrange à son sujet. À l'aube, les soldats se dirigent vers la forêt des elfes. Dante fait remarquer à son fidèle assistant que Jean est un commandant imprudent comme d'habitude. Kuburi est d'accord, irrité que les autres soldats soient inspirés par l'imprudence de l'intrus. Quand Jean revient de son expédition, elle a l'intention de créer une carte de la forêt et d'organiser une réunion stratégique le jour suivant. Le commandant dévoile les routes de patrouille des elfes en se basant sur les traces découvertes la veille, et ces renseignements permettent de lancer une attaque contre les Célestes. Bien que les soldats Io soient impatients de se battre, Dante est loin d'être heureux de voir ses troupes être influencées par le charisme de Jean. Kuburi conseille à son chef de réaliser un exploit important pour consolider son statut d'empereur, en suggérant qu'il dirige personnellement les soldats dans la forêt des elfes. Adhérant à l'idée, Dante informe son conseiller qu'il a déjà envoyé une unité volante pour explorer la forêt des elfes. Zephan pense que cela pourrait causer des tensions dans la coordination entre les armées d'Erza et Io, mais Dante n'est pas inquiet. De plus, il demande que cette opération reste confidentielle. Pendant ce temps, Rin soupçonne que l'assistant commandant de Dante, Kuburi, pourrait ne pas être humain. Pendant ce temps, au sommet d'une structure étrange, une figure mystérieuse avec une poupée métallique sur le dos s'approche de certains clercs. Ils essaient de se défendre, mais le grand aîné est paralysé et un autre mage est renversé, bien qu'elle survive à la chute.
Une elfe se réveille dans une cabane et entend plusieurs voix dans son esprit par télépathie. Les voix sont soulagées que prêtresse Rera soit en vie, mais elles sont encore très inquiètes pour le grand ancien. Rera demande à tout le monde de rester calme, promettant d'expliquer tout dès qu'elle rencontrera les fées et les nains. Une voix demande quoi faire avec les humains capturés, mais la prêtresse n'était même pas au courant de cela. Quant à Jean, le dernier contact avec Dan était hier matin, quand les communications ont été coupées et personne ne sait où il se trouve. Kay pense que Dante est influencé par quelqu'un et soupçonne rapidement son assistante, Kuburi, en imaginant qu'elle pourrait être une espionne pour les elfes. Si c'est vrai, il pourrait y avoir plus d'ennemis dans l'armée de Io, ce qui rend important pour l'unité d'Erza d'enquêter. Il trouve des dizaines de fusils Io éparpillés sur le sol, ce qui pourrait indiquer que Dante et son bataillon sont tombés dans un piège. Un cercle magique est dessiné sur un arbre à proximité, bien que Jin ne trouve pas ce piège particulièrement difficile à remarquer. Cependant, Kay montre le véritable danger au-dessus d'eux. En levant les yeux, Jean voit d'innombrables feuilles, chacune avec un cercle magique différent, et réalise l'intelligence des êtres célestes. Si Kay ne l'avait pas signalé, elle aurait pu confondre les cercles avec des éclats de soleil. Lumière filtrant à travers. Kay mentionne qu'il y avait des documents dans son monde concernant cette technique, ce qui lui a permis de la reconnaître à l'avance. Il mentionne que les elfes posent de nombreux pièges rapprochés. Rin détecte l'odeur d'un elfe à proximité, ce qui met le groupe en alerte maximale. Sous la direction de Kay, le groupe se demande s'il connaît vraiment le chemin, mais il les rassure en disant que Rin a une formation spéciale pour sentir la magie. Guidée par l'odeur, l'équipe atteint une structure en ruine où l'odeur disparaît soudainement, déclenchant un sort de téléportation qui les transporte dans une autre partie de la forêt. Saki accuse Ashran d'avoir touché Sagiat, mais il insiste sur le fait que c'était elle qui le frôlait. Falon leur ordonne de se taire et observe les alentours. Soudain, une fée apparaît, percute la jambe d'Ashran et, après s'être remise, demande de quelle forêt il vient, le prenant pour un elfe. Quand il explique qu'ils sont des humains, la fée s'enfuit par peur d'être mangée et atteint rapidement un village gardé par des elfes. À l'arrivée des humains, les elfes préparent leurs flèches, mais leur chef leur ordonne de ne pas tirer. Le chef elfe est surpris que les humains aient activé le portail, échange des mots avec Jeanne, qui la reconnaît comme Kubiri, l'assistante commandante de Dante. Jeanne s'enquiert du sort de Dun. Kubiri les informe que tout le monde est en vie, mais ils ont inhalé de la poussière provenant d'une colonie de plantes paralysantes, les laissant immobiles pendant plusieurs jours. Jeanne exige la libération des prisonniers, mais l'elfe insiste pour que les humains combattent les anges. Kay remet cela en question, notant que les elfes et les anges ont été alliés, mais Kubiri révèle qu'ils ont été trahis. Ririn les attend, alors ils suivent l'elfe jusqu'au village. Quand ils rencontrent la prêtresse, elle sait que c'est la première fois que des humains entrent dans le village elfique, mais cela ne signifie pas qu'ils sont les bienvenus. Curieuse, elle demande si le chevalier de la Sainte Lumière et ses hommes ont vraiment vaincu Vanessa, l'impératrice des ténèbres. Jeanne confirme, ajoutant que l'armure qu'elle porte est un vêtement elfique trouvé il y a 10 ans après avoir vaincu des démons. Comme aucun elfe n'a été blessé, Ririn laisse tomber et propose un marché. Si les prisonniers sont libérés, Jeanne et ses troupes doivent sauver le grand ancien de Lord Alfrea. Kay est choqué que le héros céleste ait capturé une figure si importante, et Ririn, perplexe, se rappelle Alfrea comme étant autrefois gentil et chaleureux, jusqu'à ce qu'il décide que les elfes, les nains et les fées devaient s'incliner devant les anges, déclenchant une révolte. Elle avait accompagné l'aîné pour faire appel à Alfrea, mais il a refusé et a capturé l'aîné. Kay se demande si un elfe pourrait directement défier les anges et mener à bien le sauvetage. Le prêtre accepte, mais Falon avertit que cela pourrait être un piège, avec des elfes et des anges s'unissant pour écraser la résistance humaine. Pour prouver l'honnêteté de la prêtresse, Kubiri offre sa vie, prête à accompagner les hommes au palais des anges. S'ils découvrent que Ririn a menti, ils peuvent tuer Kubiri à tout moment. Malgré son offre courageuse, Falon refuse, déclarant que la vie de la prêtresse elfe ne vaut pas plus que celle des 6 combattants humains et des 20 otages. Pour équilibrer le risque, Ririn insiste pour se proposer comme garantie, malgré la dévastation de Kubiri face à la perte potentielle du grand ancien. Ririn est ferme, affirmant que c'est le seul moyen d'éviter une guerre entre les êtres célestes. Elle ordonne aux nains et aux fées à proximité de ne pas attaquer. Puis Ririn invoque la petite fée, Silk, qui lance un sort pour amener de grandes vagues plus près du rivage, fournissant ainsi un endroit où les humains peuvent se reposer pendant que les détails sont discutés. À la tombée de la nuit, Kay regarde Rin dormir près de leur feu de camp. Ririn, perplexe face au fait que les humains restent éveillés sans allumer de feu, leur assure qu'aucun elle ni aucun elfe n'a l'intention d'attaquer. Kay se détend légèrement. Ririn mentionne ensuite qu'elle a entendu de Jeanne que le garçon et la fille endormis étaient ceux qui ont vaincu Vanessa et demande si leur méthode pourrait fonctionner contre Alfrea. Une fois qu'ils arrivent au palais des anges, il peut y avoir un affrontement avec le Seigneur Céleste. Si personne ne peut arrêter le pouvoir du Seigneur, tout le monde périra. Elle se lève et avertit Kay que s'il fuit un jour par peur, elle ne le laissera pas quitter la forêt vivant. Bien qu'elle comprenne que Kay n'ait pas les réponses qu'elle cherche, il lui demande quand même si elle sait quelque chose sur un humain appelé le prophète Sid. La prêtresse est ignorante, réduisant encore plus les espoirs de Kay de découvrir la vérité sur cette légende.
Il se souvient que Vanessa a mentionné le nom du prophète et une réincarnation mondiale que Sid a prédite, exhortant Kai à trouver celui qui l'a déclenché, car cela changerait radicalement le monde. Selon l'impératrice des ténèbres, le coupable est probablement l'un des 3 héros restants. À l'aube, les humains se rassemblent à la recherche de l'unité A, désignée pour entrer dans le palais des anges. Saki espère que la communication avec le siège fonctionnera pendant la mission car, comme l'elfe l'a noté, le palais est perché sur un arbre colossal et les humains ne peuvent même pas le voir depuis leur position actuelle. Ririn invoque un tour de téléportation pour transporter leurs nouveaux alliés, amenant Kai à demander si l'elfe pratique cette méthode contre les humains. Le clerc explique que personne ne craint les humains, seulement les démons, les esprits et les bêtes mythiques. En réponse à ce commentaire méprisant, Kai fait remarquer que les démons pensaient autrefois la même chose. Cependant, il ajoute que les anges ont probablement la majorité de leurs forces à la frontière, donc le palais est peut-être faiblement défendu. Alors que l'homme parle avec une détermination inébranlable, l'elfe admet qu'ils n'ont pas vaincu Vanessa par chance. Kay ajoute qu'il connaît un humain qui a à lui seul vaincu les 4 héros des autres races. Avec cela, le sort s'active, téléportant le groupe au sommet de l'arbre où se trouve le palais des anges. L'air est épais de l'odeur du feu et de la fumée, et des anges en feu entourent les humains. Ririn remarque que les victimes ne sont pas mortes, mais Kai pense qu'il devrait profiter de la situation, car le chemin devant est dégagé. Guidé par la prêtresse, ils naviguent à travers les niveaux du palais, ce que Fallon reconnaît comme impossible sans elle. Cependant, alors qu'ils s'enfoncent plus profondément, une petite tornade coupante les attaque détruisant le sol. À la source de ce pouvoir se tient un ange qui reconnaît une vieille connaissance, Ririn. Voir l'ange de guerre Vicious emplit l'elfe de tristesse, réalisant que même les anges en qui elle avait confiance avaient trahi sa race. Vicious, maintenant serviteur d'Alfrea le Seigneur des Cieux, déclare que tout doit suivre sa volonté. Les anges brûlants étaient des commerçants qui s'opposaient aux ordres du grand leader. Vicious avertit que le grand ancien des elfes sera bientôt exécuté, servant d'avertissement aux autres races qu'elles doivent se soumettre aux anges. Fallon, résistant également à cette demande, mène Ashran et Saki au combat contre l'ange, tandis que Kai, Jan et Ririn poursuivent leur mission. Tentant violemment d'entraver la progression des humains, l'ange est contrecarré par les tireurs, l'empêchant ainsi de réagir. Il est absurde de penser que cette race inférieure défie les anges, et Fallon répond sèchement qu'ils en ont assez entendu de ça auparavant. À l'étage supérieur, le groupe chargé de poursuivre la mission rencontre un autre ange gardant la zone.